Quand on pense au monde numérique, on pense souvent à deux grands modèles. D'un côté, les grosses compagnies privées, de l'autre, les gouvernements qui contrôlent tout. Mais il y a une troisième voie qui est en train de s'imposer. Et elle vient pas de la Silicon Valley ou de la Chine. Non, elle vient d'un endroit qui a complètement revu les règles du jeu. Dans cette analyse, on va plonger dans une approche vraiment révolutionnaire qui est en train de transformer comment toute une nation vit, travaille et se connecte. C'est l'histoire de la construction de routes numériques. Mais imaginez que ces routes-là, ce pas des autoroutes à péage privé, mais bien des biens publics accessibles à tout le monde. Et c'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette histoire. Ça nous amène directement au problème que l'Inde voulait régler. Comment est-ce qu'on fait pour inclure des centaines de millions de personnes dans l'économie formelle? Et le faire vite, à très grande échelle. OK, alors pour bien saisir l'ampleur de ce changement, il faut commencer par une histoire personnelle. Parce qu'on sait bien, derrière les chiffres gigantesques, il y a des vies humaines qui ont été changées. Faisons la connaissance de Rajni il y a une dizaine d'années. Elle a du talent, elle travaille fort, mais pour le système financier, elle est comme invisible. Un vrai fantôme économique. Son monde à elle, c'est local, c'est concret et c'est 100% en argent comptant. Pour Rajni, les obstacles étaient énormes. C'était un peu un effet domino. Pas d'identité numérique, donc pas moyen d'ouvrir un compte de banque facilement. Pas de compte de banque, donc pas d'historique de crédit. Et pas de crédit, son rêve d'acheter une nouvelle machine à coudre pour faire grandir sa petite entreprise, ça restait juste ça, un rêve. Et c'était la réalité pour des millions de personnes. Alors, face à un défi aussi colossal, qu'est-ce que l'Inde a fait? Elle n'a pas juste copié-collé ce qui se faisait ailleurs. Non, non. Elle a bâti quelque chose de complètement nouveau, ce qu'on appelle l'India Stack. L'idée, franchement, elle était radicale. Au lieu de laisser le secteur privé construire des systèmes fermés ou de créer une technologie gouvernementale super rigide, le pays a décidé de bâtir une infrastructure publique numérique. Pensez-y comme si on construisait les routes ou le réseau électrique, mais pour le monde numérique. Faut voir l'India Stack comme un genre de gâteau à 3 étages. La base de tout, la fondation, c'est Aadhaar. Ça a donné à presque tous les Indiens une identité numérique qu'on peut vérifier. Par-dessus ça, on a l'UPI, le système de paiement qui permet de virer de l'argent instantanément entre n'importe quel compte de banque. Et enfin, la couche des données, DEPA, qui, en gros, donne aux gens le contrôle sur leurs propres informations. Et c'est là que ça devient vraiment concret. On retourne voir Rajni. Avec son identité Aadhaar, hop, elle ouvre un compte de banque en quelques minutes. Maintenant, elle reçoit des paiements de ses clients directs sur son téléphone, avec un simple code QR. Chaque paiement aide à bâtir son historique financier. Et finalement, elle a pu avoir ce prêt pour acheter sa machine. Son entreprise, maintenant, elle existe aux yeux du système. L'histoire de Rajni, c'est pas juste une belle anecdote. Et c'est là que l'échelle est ahurissante. Grâce à Aadhaar, on parle de près de 1,4 milliard de personnes qui ont maintenant une identité numérique. C'est presque toute la population qui a été sortie, si on veut, de l'ombre numérique. Et l'impact sur l'économie est tout aussi massif. La couche de paiement, l'UPI, gère aujourd'hui plus de 280 milliards de dollars de transactions par mois. Juste pour avoir une idée, c'est un volume qui fait rougir pas mal de systèmes de paiement mondiaux qu'on connaît bien. Mais cette infrastructure, elle a montré sa puissance bien au-delà de la finance. Pendant la pandémie, ça a été la colonne vertébrale de la campagne de vaccination. On a pu administrer plus de 2,2 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 et gérer toute la logistique à l'échelle du pays. C'est du jamais vu. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le but, c'était pas juste de moderniser les banques. C'était bien plus grand que ça. C'était de poser les fondations d'une société entièrement numérique, où l'accès aux services publics, à la santé, à l'éducation serait transformé pour tout le monde. Ça nous amène à la philosophie derrière ce modèle. Qu'est-ce qui rend cette approche si différente des autres grands modèles numériques qu'on voit dans le monde? La comparaison ici est vraiment parlante. D'un bord, on a le modèle américain où les géants de la tech mènent le bal, de l'autre, le modèle chinois où tout est contrôlé par l'État. L'Inde, elle, a tracé une voie entre les deux, une sorte d'hybride. L'État construit l'infrastructure publique et là-dessus, le secteur privé peut venir innover librement. C'est un compromis qui essaie de combiner le meilleur des deux mondes. Pour bien comprendre ça, l'analogie de l'aéroport est parfaite. Pensez-y, le gouvernement, il pilote pas les avions, puis il choisit pas les destinations. Son rôle, c'est de construire l'aéroport, les pistes, la tour de contrôle. Ensuite, n'importe quelle compagnie aérienne qui respecte les règles peut venir offrir ses services. Ça stimule la concurrence et l'innovation. Ce schéma résume vraiment bien cette idée. L'infrastructure publique, c'est l'aéroport, ça donne l'accès à tout le monde. L'innovation privée, ce sont les compagnies aériennes qui créent des solutions sur mesure. Et tout ça est aligné sur des grands objectifs de société, comme l'inclusion financière.
Bon, un point important à clarifier, c'est ce qu'on entend par infrastructure publique numérique ou IPN. C'est pas juste une application ou un logiciel. Là, comme on le voit ici, ça inclut la technologie, oui, mais aussi les lois, les politiques, toutes les règles du jeu qui vont avec. C'est tout cet ensemble qui transforme un simple outil en une vraie infrastructure pour la société. Et ce qui rend cette histoire encore plus pertinente aujourd'hui, c'est que ce modèle-là, il reste pas juste en Inde. Il est en train de s'exporter et d'offrir une nouvelle option aux pays en développement partout sur la planète. L'Inde n'est pas juste en train de partager l'idée, elle partage carrément la technologie. Le système de paiement UPI, par exemple, est maintenant actif dans plusieurs pays, incluant la France ou Singapour. Il y a aussi Mossip, une version open source de leur technologie d'identité qui est utilisée par plus de 20 pays pour bâtir leur propre système. L'Inde se positionne vraiment comme un fournisseur de biens publics numériques pour le monde. Bien sûr, un projet aussi gros et qui va aussi vite, ça vient avec son lot de défis. Pour avoir le portrait complet, c'est super important de regarder aussi les critiques et les questions que cette révolution numérique soulève. Le gros du débat tourne autour de l'équilibre entre la commodité et la protection de la vie privée. Certains critiquent les lois sur les données qui donneraient trop de pouvoir au gouvernement. La sécurité de ces gros systèmes centralisés, c'est aussi une inquiétude constante. Puis finalement, la question qui tue, comment on finance tout ça à long terme à l'échelle mondiale? Quand on regarde cette ligne du temps, on réalise à quel point la transformation a été rapide. En à peine plus d'une décennie, l'Inde est passée d'une idée super ambitieuse à un modèle numérique qui est maintenant étudié et même adopté un peu partout dans le monde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Le modèle de l'Inde propose une réponse claire. Les routes numériques essentielles, ça devrait être un bien public. Mais chaque pays va devoir tracer sa propre voie. Et cette question de savoir qui contrôle l'infrastructure de notre avenir numérique, elle devient de plus en plus cruciale pour l'avenir de tout le monde.